Bienvenue dans Intimiste, le podcast qui rassemble l'équipe de l'intime au service de votre santé. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Intimiste, un nouveau moyen de diffusion pour moi qui me permet de prendre le temps. Aujourd'hui, c'est Isabelle Trombert qui me fait l'honneur d'être ma première invitée. Nous avons quelques similitudes dans notre parcours de santé lié au surpoids et à l'obésité et il nous paraissait intéressant de vous le partager pour que vous puissiez librement vous en inspirer. On espère aussi que vous puiserez la force nécessaire pour trouver votre voie dans un équilibre de santé si, comme nous, on vous a rabâché que c'était mission impossible vu votre poids. En parlant de prendre le temps, je vous invite, si vous souhaitez soutenir ce podcast, à mettre tout plein d'étoiles sur le support que vous utilisez pour l'écoute. Je vous retrouve tout de suite avec Isabelle Trombert. Intimiste. Bonjour Isabelle. Bonjour Sabrina. Tu vas bien ? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon premier podcast intimiste. Un honneur. Dans ce podcast, l'idée, c'est de mettre à l'honneur des personnes, d'écouter des histoires, d'avoir le temps de partager. Et si je t'ai invité, c'est parce que on a déjà eu l'occasion de parler en off entre nous de sujets qui nous tiennent à cœur à toutes les deux, c'est-à-dire le rapport au corps, au poids, nos histoires, puisque on a aussi un petit peu le même métier. Tu es masseuse professionnelle. Oui. Tu as aussi une école de massage ? J'ai une école de massage, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, j'écris des livres. On se ressemble beaucoup. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr, donc je suis dans le métier du massage depuis plus de 20 ans. J'ai commencé fin des années 90, début des années 2000. Je suis maman, j'ai mis au monde 3 enfants, j'en ai élevé 4. Avec ma belle-fille. Donc, avec mon mari, on a une famille, entre guillemets, un peu nombreuse. Maintenant, les grands ont quitté la maison. Les 2 derniers sont ados au lycée. Et puis après, en tant que femme, j'ai un parcours singulier au niveau de ma santé. Étant chef d'entreprise, je me prends des bonnes cartouches de stress aussi. Et voilà, un impact par rapport à ça. J'ai la chance de vivre en montagne, à Serre-Chevalier. Donc, tu as quand même un cadre de vie qui pourrait paraître idyllique, apaisant, un air pur. Et pourtant, tu nous dis quand même être soumis au stress parce que tu es chef d'entreprise. C'est ça, tout à fait. Tu es mumpreneur, comme on dit. Une mumpreneur. Tu as donc 2 spas, si je ne me trompe pas. Ouais, actuellement, j'ai 2 spas, un à Serre-Chevalier et un à Montpellier. Mais avant le Covid, je suis montée jusqu'à 16 spas. 16 spas. Tu m'étonnes que tu as du stress. Voilà. Oh là là. Intimiste. Et du coup, quel effet a eu le stress sur ta vie, sur ton corps, sur ton esprit ? Est-ce que tu pourrais nous le décrire ? Oui, bien sûr, d'autant qu'en tant que masseuse, je le connais. Mes élèves font même un travail sur le sujet du stress. Donc, la théorie du stress, je la connais bien. Je pense que au-delà de la phase de résistance, j'étais vraiment entrée dans une phase qui était très, très intense au niveau du stress, parce que je suis montée jusqu'à 52 collaborateurs, en plus de mon école de massage, avec tous mes élèves, parce que j'ai formé depuis 20 ans 1800 personnes. Donc, en fait, l'intensité professionnelle, puisqu'à l'époque, au moment du Covid, j'étais seule dirigeante. Maintenant, on est 2 autres dirigeants. On est 3, on est un trio. Mais en fait, le stress a eu pour effet sur mon corps de complètement déstabiliser mon équilibre hormonal. Je pense que ce n'est pas la seule cause. Je pense qu'il y a, au niveau du métabolisme et de ma nature, de mon terrain, il y a d'autres facteurs que le stress. Mais on va dire que le stress a été un facteur aggravant important. Quand tu dis un dérèglement hormonal et des bases métaboliques, tu parles de quoi en fait ? Ça a eu quoi comme conséquence sur ton corps ou sur ton esprit ? En fait, dans ma famille, on a des fragilités, on va dire, au niveau de la thyroïde. Donc, des dérèglements de la thyroïde et de l'autre côté de ma famille, des dérèglements par rapport au pancréas, au diabète. Donc, syndrome métabolique, résistance à l'insuline, on pourra en parler, mais apnée du sommeil que j'ai découvert. Donc là, tu nous parles en fait des facteurs de risque intrafamiliaux, de la génétique. C'est pour ça que souvent, quand un médecin vous
pose des questions. Il vous demande si dans la famille, du côté de votre père, du côté de votre mère, il y a eu du diabète, il y a eu de l'insulinorésistance, il y a eu des troubles thyroïdiens, il y a eu des cancers. Parce qu'en fait, là où tu mets le point sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que la génétique, donc les gènes qui constituent l'intérieur de toutes nos cellules, dont la moitié nous est donnée par notre père et l'autre moitié nous est donnée par notre mère, est en fait notre bagage. On ne peut pas s'en défaire, on vit avec, et donc on part pas tous avec la même base. Tout à fait. Ça, c'est important de le rappeler parce que souvent, on va entendre « oui, mais fais ci, oui, mais fais ça, oui, mais tu vois, c'est facile ». Ce qui est facile pour l'un est peut-être extrêmement complexe pour l'autre. Nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de la génétique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce qu'on a tendance à vouloir nous normer, vouloir nous faire rentrer dans une norme physique et que cette norme physique, elle dépend déjà de notre génétique de base. Tout à fait. Et puis après aussi de la culture de notre famille. J'ai une famille qui est très peu versée sur la pratique du sport, une famille méditerranéenne avec des habitudes gastronomiques très gourmandes, beaucoup de blé avec des pâtes, c'est très italien, corse, espagnol. Pourtant, un mélange qui fait rêver de base. À la base, ça fait Le soleil, les légumes, la bonne humeur, l'huile d'olive. Mais les pâtes. Effectivement, les pâtes. C'est une religion chez nous, les pâtes. Donc là, en fait, tu nous parles d'épigénétique, en fait, de ce qu'il y a autour de la génétique et de la façon dont vont s'exprimer nos gènes. Ouais. Donc, ou l'environnemental, on pourrait dire l'environnemental. Donc, en fait, on a une base, on n'est pas tous pareils, mais elle s'exprime différemment en fonction du mode de vie. Et tu as aussi dit quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est j'ai une famille qui n'est pas tournée vers le sport. Ouais. Et là, on va parler du mimétisme, on va parler du contexte social. En fait, nous sommes des animaux sociaux et il est important pour chacun d'entre nous de se constituer un groupe avec lequel on se sent bien. Tout à fait. Il y a cette petite phrase qui dit qu'on ressemble aux 5 personnes dont on est le plus proche. Je ne sais pas quelle valeur scientifique elle a. Il faudrait que des psychologues nous l'expliquent, mais je la trouve assez juste. Parce qu'on s'imprègne les uns les autres et que forcément, si on a des sportifs autour de soi, c'est plus facile de se mettre au sport que si on a des gens qui n'en font pas du tout. Il va falloir être moteur. Oui, et c'est vrai que là, les réseaux sociaux, ils ont pour moi joué un rôle très positif. J'ai découvert des chaînes sur les réseaux qui m'ont encouragé au sport, au mouvement, à la mobilité, au sport, et aussi des chaînes de body positive. Donc j'ai après pu voir qu'il existait d'autres façons de voir les choses, d'autres messages. Les réseaux sociaux peuvent être très pervers, et puis ils peuvent avoir aussi leurs ressources extraordinaires en fait. Intimiste. Donc finalement, les réseaux sociaux, ils t'ont permis d'avoir une image différente du mouvement et de l'activité physique, voire même du sport. Ouais. Et de mon corps. Parce que tu pensais que ton corps était une limite à faire du sport ? Je sentais bien, et je le sens toujours encore, que l'élan premier de mon corps n'est pas la mobilité et pas peut-être de mauvaises habitudes. Alors heureusement, dans mon adolescence, on va dire de 10-12 ans jusqu'à la vingtaine, j'ai été très sportive parce que j'aimais ça, j'aimais danser. J'ai quand même un capital où moi, je me suis tournée adolescente vers des activités de sport. Tu as fait quoi comme sport adolescente ? Alors, beaucoup de danse. Des danses classiques, danses contemporaines, danses folkloriques, énormément de danse. N'étant pas très connectée à mes racines, j'ai découvert le flamenco beaucoup plus tard, et puis du basket et de la natation et des choses comme ça. J'ai été monitrice de voile aussi, parapentiste, j'aime beaucoup le ski. Tu as eu une adolescence sportive. C'est ça. Et le premier coup près, il est tombé à l'impossibilité d'entrer au conservatoire de danse, d'être un petit rat de l'opéra, des choses comme ça, parce qu'en fait, j'étais trop grosse, enfant. Donc, en fait, j'avais le physique méditerranéen, petite et ronde, voluptueuse. Donc, après, il est tombé là, j'ai pas pu faire sport-études de danse. Tu avais quel âge ? Quand j'ai tapé du pied pour clamer ça, je devais être à l'orientation en 4e. T'aurais voulu en 4e, du coup, faire sport-études danse. Ouais. Ça t'a été refusé à cause de ton physique.
Oui, et je pense que ma famille, en fait, ne m'a même pas présentée aux examens parce que très clairement, j'étais très très loin du physique. Pour entrer au conservatoire, il fallait être une petite fille filiforme et j'étais très très loin de ça. J'avais mon petit bidon, mes joues potelées, j'étais toute potelée, quoi. Il n'y a même pas eu la dynamique de mettre ça en place, ni par la prof de danse, ni par mes parents. Enfin, c'était juste, j'avais le shape qui n'était pas fait pour ça. Donc, si tu veux, le premier coup près de la limite du corps, c'est tombé tôt, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on t'a même pas laissé la possibilité de. Non. C'était même pas concevable, en fait. Dans les années 80, c'était pas concevable qu'une petite joufflue, potelée, aussi jolie soit-elle, s'orientait vers une carrière de danse, quoi. Ou en tout cas, le faire très sérieusement. Autre que le mercredi et le soir après l'école, quoi. Je comprends, je connais. J'ai eu la même chose pour la GRS, j'ai eu beaucoup plus tôt, j'avais 7-8 ans. Ah bon. Mais on m'a mis d'office remplaçante parce que j'étais trop grosse pour aller faire les compétitions. Et je les ai toutes faites parce qu'effectivement, les parents des filles fines, ils en avaient un peu rien à foutre des compétitions du week-end. Que moi, comme j'étais passionnée, ma mère, elle faisait l'effort de m'amener. Mais ça a été déjà, comme toi, une première fois où on m'a dit « Ton physique, quand même, il a de l'importance. Hein. » Ah ouais, non, mais c'est tombé, ouais, c'est un peu radical. Et c'est tôt, surtout. C'est tôt C'est dans tôt. nos histoires de jeunes enfants ou de jeunes adolescentes. C'est clair, quand j'évoque ça avec toi, en fait, en le disant, ça me fait halluciner, en fait. Donc, Briser les rêves et les espoirs d'un enfant ou d'un adolescent ouais. à cause de son physique et ne même pas lui laisser la possibilité de, en fait. Parce que c'était quoi le risque pour ces gens-là? C'est qu'on réussisse et qu'on change la norme. C'est vrai qu'après, quand j'ai vu des femmes voluptueuses danser dans des soirées, être dans des robes moulantes et dans des festivals comme à Arles, t'as des festivals de danse, tout ça. J'ai vu des femmes qui étaient très très voluptueuses être des danseuses professionnelles. Là, quand j'ai découvert ça, j'avais une vingtaine d'années. J'ai marqué un arrêt sur image, quoi. J'ai fait, ah non, mais alors en fait, c'était possible, quoi. Mais bon, c'était des danses plus brésiliennes, plus hispaniques, on va dire. Oui. Oui, ça fait écho. Hein. Tu sais que ça fait 20 ans que je fais de la danse orientale. J'ai fait 8 ans de Bollywood et mon corps a été parfaitement adapté à ces danses de tout temps. Et on célèbre la femme, la singularité féminine, mais mes formes n'ont jamais été un problème dans ces danses-là. Au contraire, alors que j'avais entendu moi aussi toute ma jeunesse et toute mon adolescence que j'étais trop grosse pour danser. Mais il y a un chemin, il y a un processus en fait. Déjà, tu m'as fait beaucoup de bien sur les réseaux. Quand je suis tombée sur ton compte, ça a été une révélation pour moi parce qu'il y a un chemin qui est possible et de se relever de tout cela. Si tu veux, ce week-end, je veux dire, c'était il y a 48 heures, un peu plus. J'étais en fait à la plage et je n'avais pas de maillot de bain. Et en fait, pas de souci, j'ai enlevé mon legging parce que j'étais partie courir et faire du sport à la plage. J'étais avec une copine. On était 4 ou 5 copines. Et en fait, il y en a une qui avait son maillot sur elle, qui a enlevé ses vêtements et qui s'est jetée dans la mer. Et ben moi, j'ai fait pareil alors que j'étais en culotte en dentelle et en soutif. Et les autres, il y en a une autre qui m'a regardée, qui m'a dit, waouh, qu'est-ce que t'es à l'aise avec ton corps. Et là, j'ai dit, putain, t'as fait du chemin. T'as été mis face à ton avancée. Qu'est-ce que t'es belle et tout, t'as fait du chemin, mais comme t'es bien dans ton corps, comme tu rayonnes, comme tu l'assumes, comme t'es nature. Et là, je lui ai dit, alors, c'est pas tout à fait comme ça à l'intérieur, mais je prends. Non, mais c'est bien parce que du coup, tu montres aussi que c'est possible. Ouais. Et ça, c'est quoi qui t'a aidé? C'est les réseaux sociaux, le body positive? Un peu le body positive, mais je pense, très honnêtement, Sabrina, c'est pas parce qu'on est en train de faire le podcast. Je suis super heureuse qu'on fasse ce podcast parce qu'il y a eu du chemin entre la première fois où j'ai vu ton compte et maintenant tout ce qu'on peut créer ensemble. C'est la première fois en voyant ton compte que je me suis identifiée. Et je pense que le fait de pouvoir s'identifier, c'est très important parce que parfois dans le body positif, tu peux avoir des personnes qui vont avoir un discours qui est assez extrême, qui va loin, où c'est presque provoque, où c'est un peu too much pour moi, un peu punchy. Et c'était la première fois que dans ton processus de ce que tu partages, c'est la première fois que je voyais un discours qui était modéré, ouvert, respectueux, tempéré, où chacun l'adapte pour tous. Enfin, soi-même, c'était très modéré, très thermostat intermédiaire. Et moi, ça, c'était super cool pour moi parce que je me suis dit, ouais, ça c'est moi.
Et ça, je m'y retrouve en fait. Tu m'as transmis un body positive smart. Ça Et me merci. touche. Merci. Mais t'as contribué à changer ma vie. T'as fait partie des quelques personnes qui m'ont aidé à changer beaucoup de choses. Il y a eu un moment où il y a eu un moment de bascule où j'ai osé partager en janvier mes premières séances de sport en time-lapse avec ma coach Julie, où j'étais en leggings et en petit débardeur et brassière de sport, et où là j'ai dit allez c'est bon, c'est go, c'est parti, et où j'ai osé partager. J'ai fait sur une vidéo YouTube à un moment donné un automassage où je soulève mon t-shirt et je masse mon ventre devant 90 000 personnes. Et en fait c'était parti quoi. Et ça c'est incroyable. Donc le chemin il est possible. On peut partir de très très loin et avancer pas à pas à son rythme, et même si ça prend des années, c'est pas grave, on avance. Le principal, c'est le chemin, c'est d'avancer. On peut aussi prôner le body positive et avoir des moments de vie où on n'est pas tout à fait raccord avec son corps. Clairement, ouais. Je l'exprime ça aussi, et c'est vrai que tu viens de me faire prendre conscience de quelque chose à l'instant T. Sur le poids des mots, pour moi, c'est très important, et je suis quelqu'un d'assez intense. Du coup, le mot modéré n'a pas toujours été facile, et surtout le mot tiède. Puis dans l'inconscient collectif, le mot tiède, c'est un peu... c'est à mi-chemin, quoi. Alors pour moi, c'est doux. Alors, mais oui. Et en fait, je me dis, mais j'aime pas quand c'est trop chaud. Je prends ma douche tiède, je prends mon café tiède, tu vois. Et j'aime mon café tiède, vraiment, tu vois. J'aime pas qu'il me brûle la langue. Et en fait, tiède, ça peut être un joli mot. Donc, c'est aussi, que ça soit cette prise de conscience-là sur le mot tiède ou que ça soit sur le body positive, en fait, c'est ce qu'on y met, en fait. Ouais. Et ça, c'est important. Moi, quand je parle de body positive, je dis que c'est s'aimer mieux. C'est être juste assez en accord avec son corps pour le respecter et pour lui faire du bien. C'est pas forcément une injonction à s'aimer quoi qu'il arrive, et c'est encore moins une excuse. Bien évidemment, tu nous parles de sport, tu nous parles de travail sur toi, et j'ose espérer que j'amène aussi la même chose sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment pas une excuse à se dire je mange et je reste sur le canapé toute la journée et je fais pas d'efforts. Donc sur ça, je pense qu'on a la même vision des choses. Ouais. Intimiste. Du coup, cet avancement, petit à petit, il s'est traduit comment ? Depuis 6 mois, tu me dis que tu oses plus. Ouais. Mais est-ce que par rapport au sport, par exemple, parce que tu me dis que tu as arrêté avec la danse vers 14-15 ans, est-ce que tu as continué le sport ? Est-ce que tu as complètement arrêté ? Est-ce que tu viens de reprendre ? C'est quoi ton rapport au sport sur ta vie sur ces 20 dernières années ? En fait, mon rapport au sport, il y a une rupture radicale à partir de ma première grossesse, parce que j'étais maman très jeune à 20 ans. Et à partir de là, et puis maman aussi célibataire au départ. Donc en fait, il y a un peu un moment où d'un coup, je suis devenue adulte. Il fallait que je m'assume non seulement moi, et que j'assume aussi un autre humain. Et donc, dans ce moment d'être adulte, en fait, tout est passé avant moi. Malheureusement. Donc, le fait d'assumer de mes responsabilités de mère seule, d'assumer mon travail, d'avoir des revenus. J'ai créé ma boîte, tout ça en 2001-2002, où là, j'ai arrêté le bidouillage et je suis passée avec un vrai numéro de SIRET et c'était parti, tout ça. Donc, en fait, si tu veux, c'est un processus où, d'un coup, la vie d'adulte, la vie de grand, entre guillemets, de parent, a pris toute la place. Et il n'y avait plus aucun espace pour la femme que je peux être et que j'ai été. Et donc, du coup, tu parles faire des activités sportives. C'était pas ta priorité. Mais même pas prendre soin de moi, en fait. J'étais dans une espèce de survie, de précarité et de survie qui faisait que tout ça m'a rattrapée à la sortie du premier confinement, tu vois. En fait, ça a fait... Ça a switché. Ouais, et parce qu'en fait, je suis sortie du premier confinement malade, mais vraiment malade, physiologiquement malade. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait le 11 mai 2020, je me rappellerai toute ma vie, médecin, échographie de la thyroïde. Et j'étais vraiment dans un état pas possible, quoi. Donc, en fait, t'as 20 ans, t'as une tranche de vie de 20 ans où la femme que j'étais est passée, mais après tout le reste, quoi. Du coup, ce que j'entends aussi, c'est que le sport, pour toi, de base, c'était dans la case s'occuper de soi, parce que tu aimais ça. C'était pas dans je fais ça pour maigrir, je fais ça parce que j'ai mangé. C'était de base déjà dans la case s'occuper de soi.
Ah oui, c'est du Ça. plaisir. Ouais, Le sport, c'est du plaisir. Et après, ce qui peut se passer finalement, ça devra faire écho à beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast, c'est que tu es rentré dans un tunnel et le confinement, ça t'a obligé à t'arrêter. Ah bah Donc, oui. t'as un peu tout décompensé et t'as réalisé ton état physique, ton état moral, et tu as pris du temps pour te soigner. En fait, pas exactement. Un peu ça. Mais si tu veux, la problématique de mon confinement, ça a été une gestion de situation de crise. Parce que le 13 mars, j'avais 52 salariés. Et le 17 mars, j'en ai licencié 35. Parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas assumer les salaires. Je savais, au fond de moi, j'ai eu mon intuition. Je savais qu'on n'allait pas avoir les aides tout de suite. Et quand une entreprise s'arrête avec revenu totalement zéro, tu peux pas sortir 52 salaires. C'est impossible. Donc, en fait, j'avais absolument pas la trésorerie qui m'aurait permis de pouvoir jouer mon rôle, là, dans une société patriarcale, de bon père de famille en tant que chef d'entreprise. On appelle ça comme ça. Donc, c'est légalement noté comme ça dans les lois. Il faut se comporter en bon père de famille, même quand on est une femme entrepreneuse. C'est ça. Et je pouvais pas le faire. C'est ça. Et donc, je pouvais pas. Et donc, en fait, heureusement, j'avais des bonnes relations. Tout le monde a compris. Je leur ai dit, vous serez mieux au Pôle emploi à pouvoir toucher votre revenu que chez moi à être en cessation de paiement. Donc les équipes ont compris. Mais ça a été d'une violence inouïe. J'ai énormément pleuré en tant que chef d'entreprise à ce moment-là. Et ce que j'ai vécu en tant que chef d'entreprise de PME pendant le confinement, c'est la gestion d'une situation de crise, mais titanesque. Et donc, en fait, j'étais déjà pas bien, je pense, c'était latent, c'était monté progressivement, que mon corps n'était plus le centre de mon attention et ma santé non plus. Mais alors là, pendant 3 mois, ça a été le bouquet final. Et en fait, ça m'a achevée. Je suis sortie de là, j'étais malade. Avant le confinement, j'étais en bon pré-burnout. Et alors là, j'ai grillé total. Je pense que c'est important aussi de se rendre compte de ça. C'est qu'à un moment donné, le chef d'entreprise, il déguste, quoi. Il encaisse. Ah ben, en France, on tape beaucoup sur les patrons. Déjà, on les mélange tous. Les TPE, les PME et les groupes internationaux, c'est quand même pas le même style de patronat. Non, bien sûr. Et en fait, faut quand même se rappeler qu'un patron, c'est quelqu'un qui crée de l'emploi, qui participe à l'économie du pays, qui vous apporte une sécurité financière via des salaires et des lois qui protègent les salariés beaucoup plus que les patrons. On sait que l'entrepreneuriat en France, c'est une valeur forte et en même temps, c'est dur. Donc, tu nous le rappelles, en fait, et que quand bien même ça a extrêmement bien fonctionné, on n'est pas à l'abri que tout s'arrête. Là, c'était une cause externe et une cause énorme, mais ça aurait pu arriver pour n'importe quelle autre cause, et tu aurais pu être en burn-out et ne plus arriver à gérer hors Covid, en fait. Tout à fait. Je pense qu'à la fois, ça a été très dur et en même temps, ça m'a sauvé la vie parce qu'en fait, ça m'a amené à toucher le fond de la piscine pour pouvoir prendre appui. Et en fait, ma belle-fille, donc Flavie, qui est ostéopathe et qui est incroyable en toute objectivité, bien évidemment, en fait, a posé ses mains sur moi la veille du déconfinement et a vu que là, j'étais dans un état pas possible. Elle a mis ses mains au niveau de la gorge. Elle a dit, je pense qu'il y a ta thyroïde, elle est pas pareille des deux côtés. Alors, à l'échographie, effectivement, il y avait 3 mm de différence. Elle est trop forte. Mais les ostéopathes, ils sont bons. Ils sont là pour ça. On essaye. Et donc, elle m'a dit, je pense qu'il y a un problème de thyroïde. Et quand je suis allée voir mon généraliste pour dire, au secours, j'ai un problème de thyroïde préoccupant, il m'a dit sur la base de quoi? Et quand je lui ai dit, sur la base d'une séance d'ostéo, il m'a fait, s'il te plaît, là, enfin, s'il vous plaît, là, vous êtes gentil, mais... Vous êtes gentil, mais là, vous commencez à me gonfler. Mais du coup, pour que j'arrête de lui casser les bonbons, il m'a prescrit mon ordonnance pour aller faire la prise de sang, T3, T4, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'était pas bon du tout. Merci les ostéopathes. On ne diagnostique pas tout, hein. On sent pas mal de choses avec nos mains. C'est en fait ça qui nous est opposé parce que c'est pas scientifiquement prouvable plus que pas répétable. On peut pas suivre un processus scientifique. Donc ça ne convient pas à la démarche scientifique, mais quand même... c'est intuitif et c'est compliqué de le quantifier, de l'expliquer, de le rationaliser. C'est ça. Mais écoute, dans ton histoire de vie, ça t'a amené à consulter.
à insister parce que tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et à te prendre en charge finalement. Maintenant, ça fait 3 ans, tu as eu ce parcours. Intimiste. Du coup, tu avais pris beaucoup de poids sur ces 20 ans d'entrepreneuriat? Eh bien, en juin 2020, je pesais 115 kilos. Ok. Ça me fait halluciner quand je le dis, mais c'est comme ça, quoi. J'étais vraiment dans un état catastrophique. Et pas forcément à cause de ton poids, c'est juste que, en fait, tout s'était laissé aller et tu prenais plus du tout le temps de t'occuper de toi. Alors, oui et non, parce que quand même, là, heureusement que je suis dans le métier du bien-être et que je respire et que je masse et que je me fais masser et que je mange globalement assez sain. La base, elle était quand même super intéressante, quoi. Avec des connaissances. Avec des connaissances du corps humain déjà. Voilà, déjà des connaissances du corps humain. Je sais à quoi servent mes organes. J'avais fait. Alors après, ça peut être discutable ou pas, mais j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai testé sur moi-même les jeûnes hydriques. J'avais quand même essayé de chercher des pistes. Donc j'avais quand même fait des choses pour ma santé quand même. Mais le problématique et ce qui a été difficile, c'est que le discours des médecins, c'était votre mode de vie va vous tuer. Et donc en fait, on m'a sorti cette phrase, vous allez mourir de votre mode de vie. La violence. C'est hyper violent. C'est un endocrinologue qui m'a sorti ça. Donc en fait, si tu veux, c'était hyper violent, très culpabilisant. Parce que je me dis, mais putain, je suis quand même une adulte qui est incapable de prendre soin de moi, mais quand même, comment c'est possible? Parce que les gros, c'est parce qu'ils sont fainéants. Les gros, c'est parce qu'ils mangent trop. Parce qu'ils sont pas capables de faire ce qu'il faut pour prendre soin d'eux. Parce que quand t'es chef d'entreprise, forcément t'es chef d'entreprise parce que t'aimes l'argent. Donc j'ai quand même eu ça. Parce qu'il m'a sorti cette phrase, et après, la phrase d'après, il y a eu un silence où moi j'ai encaissé la violence de la phrase. Et la deuxième phrase, c'était, vous savez, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc là, bla, deuxième préjugé, c'est que je suis grosse. C'est un personne de qualité, comme on dit. C'est que je suis grosse et j'aime le fric. Je suis vénale, tu vois. T'en as pris pour ton grade ce jour-là. T'as payé en plus pour avoir la consultation. J'ai payé, je suis sortie de là, j'étais là, waouh. Donc t'as la culpabilité. T'es là, non mais attends, sérieusement. Après, t'as tous ceux qui te disent, bah alors, je te l'avais bien dit, depuis que je te le dis, là. Derrière, t'es là, bon. Et puis, pendant 1 an, comme ça, de l'errance médicale pendant 1 an. De l'errance, c'est-à-dire que tu avais donc un diagnostic avec un déséquilibre thyroïdien. Oui. Une prise de poids sur plusieurs années, vraisemblablement due à beaucoup de stress, puisque tu dis avoir une alimentation saine, et tu manquais un petit peu d'activité physique. Certes, tu bougeais, tu faisais pas assez de sport. Et cet endocrinologue m'a dit d'arrêter le sport, sinon ça allait me tuer. Donc il a voulu que j'arrête tout. J'avais plus le droit de faire du vélo électrique, plus le droit de marcher, plus le droit de courir. Il m'a demandé l'ultra-sédentarité. Pourquoi il t'a justifié ça? Parce qu'en fait, mon cœur, elle est pas sûre. T'avais vu un cardiologue? Il m'a pas envoyé chez un cardiologue. Ok, donc voilà, là on est sur du 0 pointé de A à Z. Donc le mec est endocrinologue, il s'occupe donc des hormones et il a décidé de donner des conseils cardio. Super. Super. Donc, sinon, ça serait la même branche d'études, en fait, si on pouvait parler du cœur. Donc là, on est quand même face à quelque chose de systémique dans la médecine, et c'est en train de changer, heureusement, mais c'est la grossophobie médicale. Ouais. En fait, on est biberonné au fait que l'obésité, c'est un facteur de risque de plusieurs pathologies. Et que, en plus, si on est gros, comme tu le disais, on est flemmard, on mange mal, on fait pas d'efforts. Donc, il y a tous les stéréotypes sociétaux de la grossophobie, plus la grossophobie médicale, qui est, vous devriez faire ça pour votre santé, vous devriez faire ça pour aller mieux. Et en plus d'avoir des propos violents, il se permet de te donner des faux conseils, parce que quand même, on sait que lutter contre la sédentarité, si on veut perdre du poids, c'est quand même la meilleure des choses à faire, parce que dans l'équilibre de thermogénèse, c'est ce qui rentre et ce qui sort s'il n'y a pas de déséquilibre hormonaux. C'est fou en 2020 d'entendre ça. Et puis surtout, accroche-toi, je vais te dire encore une bonne, c'est que dans mon tableau médical, en fait, je n'étais pas en dehors de la fourchette de l'OMS pour avoir droit au lévothyrox, des choses comme ça. Donc en fait, j'étais dans une espèce de pré-maladie où il estimait que, donc je suis restée pendant 1 an, Sabrina, sans aucun médicament, sans rien. Et je suis ressortie de ce cabinet avec manger moins,
dormez plus et arrêtez votre travail. Et ne faites pas de sport. Donc, ok. Sauf que moi, j'ai regardé le médecin et je lui ai sorti l'application que j'avais mise sur mon téléphone portable parce que je m'étais quand même posé des questions. Donc, je m'étais mis à compter sans changer ce que je mangeais. Je m'étais mis à peser ce que je mangeais pour voir les quantités et du coup, dans une application, à compter mes calories. Et j'étais entre 900 et 1000 calories par jour. On rappelle que la norme pour un adulte, pour juste entretenir le métabolisme de base, c'est-à-dire vivre allongé dans le noir, c'est au moins entre 1200, 1400, 1500. Ça dépend du poids, ça dépend de la taille, bien évidemment, donc ça se calcule pas comme ça. Donc tu étais en dessous de l'apport énergétique nécessaire à maintenir le métabolisme de base. Et en plus, en bougeant, en essayant de faire du sport, en ayant un métier physique comme le métier de masseur, en fait, t'aurais dû être bien plus proche d'un 1700, 1008, voire 2000. Encore une fois, c'est des chiffres que je balance comme ça au hasard parce que ça se calcule bien différemment. Mais donc, t'étais sous-nutri et en surpoids. C'est ça. Et là, le médecin me regarde et me fait « Ah ben, je peux plus rien pour vous. » Ok. Donc, je sors de ce cabinet sans aucune clé. Il considère que je ne suis pas malade. Il avait testé uniquement mon niveau de glucose, de sucre dans le sang le matin. J'ai la thyroïde déréglée, mais pas suffisamment. J'ai quand même un syndrome de base d'eau constaté avec la scintigraphie, tout l'iode, tout ça. J'ai le joli papillon qui montre que j'ai un joli syndrome de base d'eau. Tu peux nous rappeler ce que c'est un syndrome de base d'eau, s'il te plaît? Le syndrome de base d'eau, en fait, c'est une hypothyroïdie, de dérèglement de la thyroïde, qui peut parfois basculer après en syndrome de Hashimoto, c'est ce qui s'est passé pour moi, qui est une hyperthyroïdie, donc en fait un dérèglement complet, c'est le vrac complet dans la thyroïde. Donc j'avais bien au scanner un syndrome de base d'eau, constaté médicalement, et je pars, j'ai aucun traitement. Et je reste comme ça, ça va se rééquilibrer, quoi. Et le syndrome d'Hashimoto, pour ceux qui nous écoutent, en fait, c'est quand la thyroïde, elle est en hypothyroïdie. À un moment donné, elle essaye de plus travailler, elle redevient en hyperthyroïdie. Elle fatigue, elle repart en hypo. Elle réessaie de travailler, elle repart en hyper. Et en fait, en fonction de le moment où sont faits les tests, des fois, on voit rien parce que si c'est sur la phase de transition, en fait, on voit pas. Mais du coup, il faut se rapprocher d'un endocrinologue compétent, pas celui que tu as pu rencontrer, pour être bien pris en charge. C'est ça, et avec une thyroïde à l'échographie qui est beaucoup plus grosse d'un côté et qui est carrément un goitre asymétrique. Mais pareil, j'étais à la limite à 1 millimètre près, j'étais pas diagnostiquée goitre parce qu'il manquait 1 millimètre, mais je savais pas comment elle était avant, quoi. Donc en fait, je pars comme ça sans rien. Et pendant 1 an, je suis comme ça. Jusqu'au moment où je suis juin 2021 à Paris avec des amis de travail qui me connaissent au niveau de la fédération du spa. Je suis membre du bureau, ce sont des gens qui me connaissent depuis 15 ans et qui voient que là, je suis à Paris, juin, il fait chaud, je ne peux plus respirer, je suis en train de faire une crise d'asthme. Et ils demandent une prise en charge en urgence avec une docteure qui est à Paris, un super médecin qui s'appelle Alexandra Dalu. Là, je suis hyper alignée de dire son nom parce qu'elle m'a sauvé la vie. Et en fait, c'est un médecin, il faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance. Et là, en fait, comme elle a été marraine de l'association dont je suis membre du bureau, plusieurs personnes l'appellent et Alexandra me reçoit entre guillemets en urgence sous 3 jours. Et j'arrive dans son cabinet, je suis dans un état pas possible, je fais 115 kilos et je peux plus respirer, je peux plus monter les escaliers. C'est la catastrophe, quoi. Et Alexandra, qui en fait travaille dans la médecine plus privée, on va dire, je commence mes soins avec elle. Elle me prescrit une liste abyssale d'examens médicaux, dont la plupart vont être financés par mes sous à moi et non pas par la sécurité sociale ou la mutuelle. Et en fait, je décide d'entrer dans une médecine différente. Je me lance dans une enquête sur mon corps. Mais rappelons que cette dame, elle est quand même endocrinologue aussi. Elle est médecin généraliste, elle est nutritionniste, elle a des diplômes dans cette sphère-là, de la nutrition, de la diététique et de la médecine anti-âge, dans un cabinet privé à Paris. Donc là, je bascule en fait de l'ultra public à l'hôpital à l'ultra privé. Je voudrais que le public puisse me prendre en charge comme ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, je bascule dans une médecine qu'on peut dire à 2 vitesses,
où je décide de, entre guillemets, casser ma tirelire et les économies que j'avais pour partir en vacances en famille. Mon mari et moi, on décide de le consacrer à ma santé. Nos économies Clairement, pour là, que je tu me mets le soigne. doigt sur quelque chose que j'ai connu moi-même. En fait, c'est que la médecine, on a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'ostéopathie, mais la médecine, elle se repose sur la science. C'est bien, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'à vouloir des normes à tout prix, tu as été face à un médecin où à 1 millimètre près, à 1 grammage près, à une info près, tu ne rentrais pas dans ce qu'on appelle la pathologie, donc tu n'avais pas de prise en charge possible. Pourtant, tu étais pas bien et tu étais à ce qu'on appelle un infraclinique, en fait. Tu étais juste en dessous des normes. Et face à ce nouveau médecin généraliste qui te dit, finalement, on va quand même chercher, qui trouve visiblement pas mal de choses, mais que du coup, tu as dû payer de ta poche. Et en fait, c'est là où tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que l'État voudrait et essaye de continuer à parler de médecine pour tous, sauf qu'en fait, il tue la médecine en tirant les prix vers le bas et en faisant en sorte que même si tout le monde peut avoir accès aux soins, c'est pas forcément un soin de qualité au vu des moyens financiers qui sont mis dans la santé par l'État, et que du coup, finalement, ça coûte cher de bien se soigner. On peut en vouloir aux médecins, aux soignants en disant que on est intéressé que par l'argent parce que c'est des choses qu'on entend. Mais en fait, on essaye juste de finir décemment nos fins de mois. Plus de 30% des kinés qui viennent d'avoir leur diplôme là, dans les 3 ans, arrêtent la kinésithérapie parce qu'ils n'arrivent pas à finir les fins de mois décemment s'ils prennent que l'acte sans aucun dépassement d'honoraires. Et je te parle des kinés parce que c'est le métier que je maîtrise le plus, mais c'est valable pour tous les professionnels de santé. Donc, en fait, l'État ne fait plus sa fonction de santé pour tous et comme ils ne sont pas capables d'assumer ça, ils font passer les médecins qui font payer des dépassements d'honoraires ou des analyses qui ne sont pas prises en charge pour des méchants. Malheureux, mais c'est une réalité. Je veux dire, elle est là, la réalité. Et puis, il faut tenir un peu contre vents et marées, parce que moi, quand je sors du cabinet de cette doctoresse et que je vais après chez tous les spécialistes pour les examens qu'elle m'a prescrits, les gens se demandent ce que je fous là. Donc, j'ai la réflexion, mais vous n'avez pas besoin de cet examen, mais c'est de la surconsommation d'examens médicaux. Donc, il a fallu que je me batte contre vents et marées pour réussir en 3 mois à avoir tous les examens qui confirme que mon cœur il va super bien et que je peux faire du vélo et de la course et tout ce que je veux comme une dingue parce que mon cœur va très très bien, mais que par contre il y a d'autres problématiques qui se sont révélées puisqu'elle était très inquiète pour ma tension, elle a testé ma tension et là coup de théâtre, ma tension est la même, elle est complètement linéaire, elle est la même le jour et la nuit. Donc, ça veut dire qu'en fait, je ne dors pas la nuit de sommeil profond. Et donc, il y a une forte suspicion d'apnée du sommeil. Au départ, on ne savait pas la poule et l'œuf. Est-ce que c'est mon obésité qui crée de l'apnée ou est-ce que c'était l'apnée qui avait créé l'obésité? Et maintenant, je sais qu'en fait, c'était l'apnée qui était là avant, puisque maintenant, je ne suis plus en obésité morbide. Je suis juste en surpoids, puisque maintenant, je fais 80 kilos, j'ai perdu 35 kilos et en fait, sans arrêter mon métier, Sans arrêter de manger, et sans vraiment changer mon alimentation. juste en prenant en considération tous les marqueurs de santé et en les soignant un à un. Voilà. Et en fait, du coup, maintenant, je suis donc depuis 2 ans appareillée avec une machine contre l'apnée du sommeil. Et la première semaine où j'ai eu la machine, j'ai perdu 5 kilos d'eau. En fait, parce que ma respiration, mon diaphragme a pu repartir, ma respiration est repartie, donc mon système lymphatique est reparti. Et après, derrière, diagnostic de syndrome métabolique en faisant simplement le calcul de l'indice de HOMA, H-O-M-A, où en fait, on ne s'est pas contenté simplement de prendre ma glycémie à jeun. C'est un rapport de glycémie à jeun sur insuline et c'est un marqueur d'insulinorésistance, le HOMA. Voilà. Donc, un indice de HOMA qui s'envole dans les étoiles. Donc, en fait, mon pancréas est obligé de travailler comme un dingue pour pouvoir stabiliser mon niveau de sucre correctement. Donc, prédiabète, résistance à l'insuline. Et mon médecin généraliste de mon coin de la rue, celui qui est dans ma ville au coin de la rue, continue de me dire que je ne suis pas malade. Depuis 2 ans, je prends les médicaments qui me sont prescrits à Paris. Il continue de me dire que c'est du cinoche. Mais je lui dis, mais regardez, je suis guérie. Mais vous n'étiez pas malade. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le HOMA, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Pourquoi j'ai arrêté de courir, où je rentre en détail sur le HOMA et sur l'insulinorésistance, puisque moi aussi je souffre d'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est clairement du prédiabète. Donc, est-ce que médicalement on n'est pas malade? Je ne sais pas. Est-ce que d'avoir un score qui est positif de HOMA, est-ce que ça nous rend malade ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai dû avoir recours à des médicaments pour perdre du poids et toi aussi. Donc vraisemblablement, c'est que on peut mettre ça dans la case maladie. Par contre, je me suis renseignée parce que moi aussi, ma généraliste n'a pas voulu me le prescrire. Je l'ai payé de ma poche, ce score-là. Je l'avais déjà fait sur un suivi de micronutrition, mais qui n'est pas fait par des médecins classiques, hein, qui sont faits en général par des docteurs en pharmacie ou des naturopathes extrêmement bien formés. Et je suis allée voir un endocrinologue extrêmement bienveillant et qui m'a expliqué en fait que par rapport au guide de médecine, nous on se repose sur les recommandations de l'Haute Autorité de Santé, on se repose sur nos sociétés savantes, on est obligé de travailler comme ça. En fait, à l'heure actuelle, c'était considéré comme pas une maladie. Donc en fait, c'est un marqueur qui n'est pas autorisé en médecine générale, qui n'est En pas France. ouais, qui n'est pas légitime en endocrinologie quand on n'est pas diabétique. Et finalement, on s'aperçoit, et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le système de santé, parce qu'il y a le tiers payant chez nous, parce que nous ne sommes pas payeurs, nous enlève aussi cette prise de décision de quand est-ce qu'on est malade, quand est-ce qu'on ne se sent pas bien. Et je crois que ce que tu dis, c'est aussi se faire confiance au fond de soi et sans partir, parce que là, nous, toi comme moi, on a recours à des gens qui sont des médecins, hein. On part pas sur de la médecine douce ou parallèle et sur Ah des non, non, je choses suis restée. complètement aberrantes. Et malheureusement, on aurait pu, hein, parce que quand on est dans cet état-là et que la médecine ne nous répond pas, on a envie d'avoir des réponses et on va les chercher là où on nous les donne. C'est hyper important de se dire que on doit écouter son intuition profonde, mais ce sur quoi on est obligé de rebondir, c'est qu'aussi, toi comme moi, on a eu la possibilité de le faire financièrement, parce que ça Oui, coûte cher. oui. Le budget de mes soins, entre tout, depuis 2 ans, de ma poche, j'en suis à peu près 5 000 € quand même. Donc, c'était toutes mes économies vacances, tous les loisirs, tout le budget loisirs pendant cette période-là est passé dans mes soins parce qu'il y a eu de l'opération pour de l'endométriose, des choses comme ça, et j'ai dû avoir des opérations en urgence. Donc, en fait, les opérations en urgence, j'ai pu les faire que dans une clinique privée. Mon hôpital me donnait 3 mois d'attente. Et à la clinique privée, j'ai été prise en charge en 15 jours. Mais du coup, t'as dû payer un dépassement d'honoraires. J'ai payé un très, très gros dépassement d'honoraires. Donc, en fait, tous mes soins-là, tout ce que j'ai fait là, j'ai décidé d'y consacrer tout le budget familial des loisirs. Et du coup, ça me fait penser aussi que quand on a les chiffres, 76% des personnes en situation d'obésité sont CSP-, donc le SMIC ou en dessous. Donc ça fait que 24% qui sont au-dessus du SMIC. Je crois que c'est 10 ou 12%, j'ai plus exactement les chiffres de gens qui sont CSP+, donc au-dessus de 3 ou 3 500 € par mois, donc considérés comme riches en France. Donc partant du principe que 3/4 des gens en situation d'obésité sont en dessous du SMIC ou au SMIC, comment font-ils pour se prendre en charge? Parce que là, on voit bien qu'on sort un peu du manger-bouger, quoi. Ah bah oui, oui, non, mais clairement, hein, c'est des choix parce que c'est difficile de faire ce processus tout seul. J'ai eu la chance d'être entourée de personnes qui, on dit, on te connaît, on sait qui tu es, on sait que tu n'es pas dans un canapé à t'empiffrer avec des chips. C'est l'image qu'on a de la personne qui est obèse. J'ai eu la chance d'être portée par des gens qui ont su détecter et me dire et dire stop, c'est plus possible. Et après d'avoir un médecin qui se bat pour moi, Alexandra, elle s'est battue à mes côtés contre ses confrères qui, déjà, j'arrivais avec une ordonnance que le laboratoire ne comprenait même pas, donnée par une femme, parce que moi, après, j'allais voir des spécialistes hommes. Donc, je suis une femme qui tient tête à des médecins hommes qui sont spécialistes et envoyée par une médecin femme. Et je suis désolée, mais quand ils voyaient, ils me disaient, mais elle est où celle-là? Ah ben ouais, non, mais elle est à Paris, elle se prend pour une Parisienne, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous, à la campagne, ok, elle se prend et tout. Et en fait, il a fallu qu'Alexandra, mon médecin et moi, on fasse équipe et qu'on se batte. Il y a eu des moments où elle a dû prendre son téléphone pour, excuse-moi l'expression, gueuler, parce qu'on ne voulait pas me faire mes examens. Et il a fallu qu'elle tape du poing sur la table pour que j'ai mes examens. Donc, si tu veux, on est dans un système, il faut oser le dire, que dès que tu veux ça, j'ai pas voulu attendre soit de mourir asphyxiée dans mon sommeil, soit d'avoir un infarctus ou des choses encore plus graves. Encore plus grave qu'un infarctus.
Mais non, mais voilà, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je vais pas attendre d'avoir un vrai diabète, je vais pas attendre de devoir me faire enlever la thyroïde et tout. Ça met en lumière plusieurs choses que tu viens de dire. En fait, c'est déjà sortir de la norme. Ouais. Donc là, c'est en termes de normes de santé. Du coup, elle est dure, cette norme de santé, parce que nous, professionnels de santé, on ne vit que par la norme de santé. On ne nous apprend que ça. Et en plus, on nous apprend que si on en sort, c'est opposable à la loi. Il y a ça derrière, c'est qu'on n'est pas des bons petits soldats et qu'on n'obéit pas. Tu as parlé de sexisme, tu as parlé de grossophobie intériorisée, tes amis qui te disent oui, on sait que t'es pas comme ça. En fait, aucun obèse n'est réduit à manger des chips dans un canapé ou de manger des hamburgers toute la journée, en fait. Cette image-là, faut vraiment la déconstruire. L'obésité, le poids, est un symptôme. Qu'il soit en positif ou en négatif, c'est un symptôme. Et si quelqu'un mange toute la journée, ça s'appelle de l'hyperphagie, voire de la boulimie, et c'est une pathologie, en fait. Donc il faut vraiment reconditionner les cerveaux humains que le surpoids, l'obésité, c'est un symptôme et que si c'est bien vécu par la personne, tant mieux. N'allons pas obliger des gens à perdre du poids s'ils n'en ont pas envie. C'est une démarche tellement intime, tellement importante et tellement difficile que de toute façon, il faut que ça vienne de la personne. Donc c'est pas la peine de la culpabiliser en disant tu vas mourir. Stop, si elle n'en a pas l'énergie, la force et le accompagnons-les, mais ne les culpabilisons pas. Et surtout, il faut que ça soit vraiment une demande de la personne. Il y a des gens qui sont en surpoids et en obésité et qui le vivent bien. Il faut l'entendre aussi, en fait, parce que la médecine, elle a du mal à l'entendre, qu'il peut ne pas y avoir de pathologie associée au surpoids et à l'obésité. Tout à fait, puisque moi, on a vu, la thyroïde, c'est génétique. Le diabète, il était aussi dans ma famille. Les personnes de ma famille qui étaient diabétiques, elles étaient toutes minces. Hein. Donc, c'est pas lié au surpoids. Et aujourd'hui, on voit que mon apnée du sommeil, elle était là avant l'obésité et elle sera là après l'obésité. Et je sais que je serai appareillée toute ma vie. Et les médicaments que je prends là, j'ai essayé d'arrêter après quand j'étais un peu rééquilibrée les traitements pour la thyroïde. Le fait est, c'est que dès que j'ai arrêté le lévothyrox, ou la thyroxine, en fait, je me suis retrouvée à avoir des fringales, mais j'aurais pu manger les montants des portes, quoi. Et en fait, si tu veux, t'as le truc. T'aurais peut-être cassé une dent, t'aurais dû payer le dentiste, t'as déjà mis beaucoup d'argent dans ta santé. Comment on fait? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi le truc, c'est que c'est pas que t'es un petit gourmand qui aime le chocolat, quoi. C'est qu'en fait, quand t'as un déséquilibre hormonal, tu peux être amené à avoir une faim abyssale, inassouvissable, on pourrait dire, si je sais pas si le mot existe, mais et en fait, c'est pas que t'es juste gourmand, c'est juste qu'en fait, hormonalement, il y a un problème, quoi. Et donc, en fait, ces médicaments, ben maintenant, j'ai compris, je sais pas combien de temps je les garderai, mais aujourd'hui, je suis partie sur du moyen, voire du long terme, avec, j'ai un trio de médicaments. Intimiste. Qui est important de retenir de ce podcast, si ça fait sens pour vous, c'est de trouver le bon accompagnant. En aucun cas, le message, c'est de faire tout vous-même. Parce que c'est tentant, mais que, en fait, même moi, professionnelle de santé, j'ai besoin d'être accompagnée. Parce qu'on n'a pas toujours la même vision quand c'est pour soi ou quand c'est pour l'extérieur. Et que des professionnels de santé bienveillants, on en trouve, c'est comme partout, hein, j'ai envie de dire. On aimerait attendre des professionnels de santé qu'ils soient parfaits et qu'ils soient tous bons. Mais je veux dire, on a tous eu ce plombier qui fait n'importe quoi et ce plombier qui est génial et ce garagiste qui trouve pas la panne de votre voiture et celui qui trouve la panne. Ben, c'est pareil. Et si je peux me permettre aussi de pas hésiter à se tourner vers les associations de gens qui ont la même maladie. Quand j'étais en attente de pouvoir être opérée pour l'endométriose, les nanas de l'association Endo France, elles m'ont sauvée parce qu'à un moment donné, quand tu souffres trop, il y a eu des moments où j'étais vraiment en train de craquer, quoi, les nerfs, de pleurer de douleur. Et en fait, j'ai pu appeler et être rappelée dans l'heure et d'avoir au bout du fil des personnes qui me récupèrent alors que j'étais en crise de douleur terrible, parce qu'à un moment donné, c'est pas que t'as envie de te jeter par la fenêtre à force de souffrir, mais tu es désespéré, quoi. Et en fait, les gens qui tiennent les associations de la même maladie de ce dont on souffre, ils comprennent. T'as pas besoin de leur expliquer. Tu peux être soutenu par d'autres patients qui ont la même maladie que toi, mais qui, eux, sont dans un moment où ils sont pas en crise. Et ils ont les mots, ils captent, quoi. Et ça, c'est formidable. Et pour beaucoup de maladies, il y a toujours, ça arrive souvent qu'il y ait une association vers laquelle on peut se tourner de gens qui ont les mêmes pathologies, les mêmes symptômes. Très, très bon conseil. Et ça, c'est chouette, c'est beau, quoi. Je leur dirai jamais assez merci, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
qu'il faut s'accrocher. Oui. Il faut y croire et que vous le valez bien. Bien sûr qu'on le vaut bien, tout le monde le vaut. Ouais, vous méritez d'aller bien, vous méritez d'être entendu. Courage, lâchez rien. Merci pour ces mots réconfortants. Merci pour t'être livré dans mon nouveau podcast Intimiste. On voit vraiment le sens du choix du titre de ce podcast. Il faut vraiment toute une équipe pour parler de l'intime et pour travailler sur l'intime. Même si c'est nous qui sommes au centre, c'est bien d'être accompagné et d'être accompagné par plusieurs personnes. Merci beaucoup de t'être livré. Merci Sabrina. À très bientôt et courage à tous. Merci chers auditeurs pour votre écoute. On se retrouve très prochainement dans Intimiste, l'équipe de l'intime à votre service.